Bonjour et bienvenue à tous les élèves qui travaillent sur l'une des plus célèbres pièces de Racine, celle qui raconte l'histoire tourmentée d'Hippolyte, de son père Thésée et de sa belle-mère Phèdre, l'héroïne éponyme de cette tragédie classique hors du commun. Commençons par dire quelques mots de son auteur, Jean Racine, né en 1639 et mort en 1699, et qui est devenu la star du théâtre tragique à la cour du roi Soleil. Et pourtant ce n'était pas bien parti pour Racine, né en province, loin de la cour, et devenu orphelin à l'âge de 4 ans seulement. Il a heureusement pu compter sur sa grand-mère pour faire de brillantes études et apprendre le latin, le grec et les langues étrangères chez les jansénistes, un courant religieux qui se caractérise par sa grande rigueur morale, mais surtout par l'idée que l'homme est soumis à un destin contre lequel il ne peut agir. Cette éducation savante permettra à Jean Racine de fréquenter les salons parisiens, où il apprendra la galanterie et les bonnes manières, et où il fera des rencontres déterminantes qui l'entraîneront vers la carrière littéraire dont il rêve. Évidemment, Racine cherche avant tout à être remarqué par le roi, afin d'obtenir une pension qui lui permettrait de vivre de sa plume. Pour ce faire, il commence par écrire des poèmes faisant l'éloge du souverain, ce qui ne manque pas de satisfaire l'orgueil du destinataire. Mais la poésie n'est pas ce que Racine préfère. Au fur et à mesure que son esprit s'aiguise, il se tourne de plus en plus vers le théâtre. Mais il ne sera pas si facile pour Racine de s'imposer sur la scène française. Après avoir affronté les idées de Pierre Nicole, qui prétend que la représentation des passions rend le théâtre immoral, Racine doit lutter contre un autre dramaturge de 33 ans son aîné, qui voit d'un mauvais œil l'arrivée d'un petit jeune plein de fougue et de talent. Ce grincheux qui se sent menacé, c'est lui, Pierre Corneille, qui craint qu'il n'y ait pas de place pour 2 tragédiens dans le cœur du roi. C'en sera trop pour Corneille avec Britannicus en 1669. En effet, avec cette pièce, Racine a osé traiter un sujet d'histoire romaine, chasse gardée du grand Corneille, qui a organisé une véritable cabale pour perturber la représentation. Corneille et des écrivains ralliés à sa cause se sont en effet dispersés dans la salle pour faire entendre au plus grand nombre de spectateurs des critiques acerbes. Mais les tentatives de Corneille sont vaines et le succès de Racine est certain. Il incarne une nouvelle génération de dramaturges qui s'inspirent de sources diverses, antiques et bibliques, et qui s'illustrent par sa volonté de pousser la tragédie le plus près possible de la perfection, en respectant à la lettre les règles classiques et en témoignant d'une maîtrise exceptionnelle de l'alexandrin. Phèdre est joué pour la première fois en 1677, 40 ans après le Cid de Corneille, et sera suivi d'une disparition de Racine de la scène théâtrale pendant 12 longues années pendant lesquelles l'académicien deviendra historiographe du roi. L'intrigue de la pièce est d'inspiration antique et est centrée sur le personnage éponyme, cette femme, au regard affolé. Si elle arbore cet air préoccupé, c'est parce qu'elle est amoureuse d'Hippolyte, qui n'est autre que le fils de son mari, le roi Thésée, vous savez, celui qui a tué le Minotaure. Cet amour interdit a été inspiré à Phèdre par la dangereuse Aphrodite, qui accable la jeune femme comme tous les descendants du soleil, Hélios, depuis que ce dieu indiscret a surpris et dénoncé la liaison qu'elle entretenait avec Arès. Comme Thésée, parti trouver un peu d'adrénaline aux enfers et déclaré mort, Phèdre avoue tout à Hippolyte, qui ne répond pas à cet amour furieux. Il faut dire qu'il est plus préoccupé par les 12 yeux de la belle Aricie que par les pupilles dilatées de sa belle-mère. D'ailleurs, Thésée n'est pas mort, il est de retour et trouve tout le monde bizarre. Il est sur le point de tout apprendre, alors Phèdre prend les devants. Sur les conseils douteux d'Œnone, elle accuse Hippolyte de lui avoir fait du rentre-dedans. Ni une ni deux, Thésée chasse son fils et prie Neptune de le venger. Il se repentira de ses emportements grâce aux insinuations d'Aricie, mais il sera trop tard. Neptune aura déjà accompli la vengeance réclamée, et Phèdre se sera suicidé, vaincu par le désespoir. Ces quelques rappels concernant l'intrigue sont nécessaires, car au théâtre, le succès de la pièce repose principalement sur l'histoire qui est racontée, et qui doit, souvenez-vous, d'après Aristote, susciter des émotions fortes telles que la terreur et la pitié aux spectateurs. La condition sine qua non pour que l'intrigue marque les esprits, c'est donc sa simplicité, ce qui explique la règle des 3 unités, un seul lieu, une seule journée et un seul sujet, pour faciliter la compréhension du spectateur. Racine met donc l'accent sur le personnage de Phèdre et sa passion destructrice dans un temps réduit, ce qui a pour vocation de rendre l'intensité de l'émotion encore plus forte. La pièce est donc savamment construite. L'acte 1 est un acte d'exposition qui présente la situation des personnages. L'acte 2 constitue la terrible déclaration après la fausse nouvelle de la mort de Thésée, on monte donc en puissance. L'acte 3 constitue l'acmé de la pièce et marque le retour du roi. L'acte 4 est celui de la fausse accusation d'Hippolyte par Phèdre et donc de la rupture consommée entre le père et le fils. Et l'acte 5 est celui du dénouement, mais d'un dénouement évidemment malheureux.
L'intrigue est donc une mécanique qui emporte et qui repose sur les mouvements de la passion. C'est en quelque sorte la colonne vertébrale de la pièce, et elle est toujours indissociable des sentiments des personnages dont elle émane et qu'elle produit en même temps. L'objectif de la tragédie qui consiste à susciter en nous des émotions fortes est donc pleinement atteint avec Phèdre, puisque nous nous apitoyons sur le sort du pauvre Hippolyte qui se sait innocent et a le tort de garder le silence en pensant que son innocence parlera pour lui. Sa seule désobéissance est celle d'aimer Aricie, la prisonnière de son père, mais cela ne suffit pas à en faire un monstre, bien au contraire, puisque cet amour est sincère et partagé. De plus, la mort d'Hippolyte, injuste et cruelle, est un crève-cœur pour le spectateur, et le récit qu'en fait Théramène à l'acte 5 est déchirant. Face à Hippolyte, Phèdre suscite terreur et pitié. Pitié parce qu'elle lutte douloureusement contre une passion qui est une punition divine, mais terreur parce que c'est une femme redoutable. Elle accuse un innocent, elle devient folle de jalousie en apprenant qu'il en aime une autre et répudie brutalement Œnone qui l'a pourtant servi. Le spectateur ressent une certaine répulsion pour cette monstruosité, mais cette répulsion s'atténue quand on sait que Phèdre est consciente de ses crimes. C'est un personnage ambigu, une criminelle qui meurt parce qu'elle est incapable de supporter son crime. La tragédie est donc un mélange subtil d'émotions fortes. Il ne s'agit pas d'écrire une œuvre seulement violente, ni une œuvre seulement larmoyante, mais de mêler savamment les deux pour produire un effet de catharsis efficace, en plaçant les personnages dans un monde hostile, où règne l'hostilité des dieux et l'hostilité du hasard, et où les rapports entre les personnages sont faits d'amour et de haine. Ce passage de l'amour à la haine qui se fait autour du conflit tragique est symptomatique de ce qu'on appelle les passions, du verbe latin patior qui signifie souffrir. La passion est insurmontable et destructrice. L'amour devient un sentiment ennemi, honteux et meurtrier. Racine développe ainsi une vision pessimiste de la nature humaine qui s'auto-détruit dans des passions coupables qui lui font horreur. Oui, Phèdre est une pièce brutale, une pièce violente, destinée à nous fasciner et à nous brusquer pour nous purger de nos propres passions. Mais c'est aussi une pièce qui touche au sublime, en nous offrant un sujet et des personnages exceptionnels, des héros qui dépassent l'humanité. En un mot, des personnages mythologiques dont les récits n'ont eu de cesse de se gonfler de légendes qui en font des créatures surhumaines. Thésée, vainqueur du Minotaure et qui revient des enfers à l'acte 3, Phèdre, descendante du soleil et victime de Vénus, Hippolyte, victime du dieu Neptune. Leur situation, leurs dilemmes et leurs sentiments dépassent de loin les nôtres, et tout dans cette pièce est hors du commun. Comme le choix d'écriture de Racine, cet alexandrin sublime qui donne une noblesse inégalée aux répliques. Certains passages de la pièce, comme lorsque Théramène fait le récit de la mort d'Hippolyte, deviennent des pièces poétiques. C'est ici une véritable digression vouée à exacerber les sentiments du spectateur par le pouvoir de la poésie qui fait surgir sous nos yeux une scène que Racine ne nous montre pas. Nous sommes donc bel et bien hors du réel, tant par le fond que par la forme. Ainsi, aussi bien par la puissance de son intemporelle intrigue que par la peinture des passions et la maîtrise de l'écriture, Racine propose avec Phèdre une œuvre prodigieuse, un modèle de tragédie classique qui fera dire à Voltaire, un siècle plus tard, que Phèdre est le plus beau rôle qu'on ait jamais mis sur le théâtre en aucune langue.